Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, c'est vendredi, le week-end. Dans un instant, on va recevoir, bonjour Gilles. Bonjour Valérie. On va recevoir Monsieur Rothenberg. Oui, pour Pékin Express, c'était bien hier. Ouais, c'était très très bien. Nouvelle saison, on va en parler avec lui, il va tout nous raconter, les coulisses de cette nouvelle saison, 20 ans de Pékin Express. Avec lui, ce sera juste après le zapping. Et puis au moins, vous allez pouvoir comprendre tout ce qu'il raconte, puisque vous avez regardé Je suis sur hier, puis évidemment, on va vous encourager à aller voir le replay. Bien sûr, le replay qui cartonne. Ça cartonne sur M6+. Allez, le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, on a parlé cette semaine du nouveau plan de service de numérotation des chaînes par l'Arcom, avec la disparition des chaînes NRJ12 et C8, ça fait assez de bruit. Alors, d'après l'œil de 20h du France 2, vous savez, c'est la cellule d'enquête de France Télévisions, le groupe Vivendi serait tellement furieux de la création de nouvelles chaînes qu'il aurait monté un groupe d'influence sur Internet pour dénigrer et déstabiliser la future chaîne pilotée par Ouest France. C'est un sujet incroyable qui a été diffusé dans le 20h de France 2. C'est une drôle d'histoire. Depuis la perte de fréquence de C8, sur Internet, un compte prend pour cible Ouest France TV. Les corsaires. Ils se veulent un groupe d'action, une ONG à but non lucratif, qui lutterait contre la censure en général, sous leur chapeau de pirates et leur voix modifiée. Jamais les corsaires de France n'avaient eu une telle bataille à mener. Car jamais la censure n'avait autant sévi dans notre pays. Alors que Ouest France TV n'a pas commencé à émettre, les corsaires l'accusent déjà d'être très orienté politiquement. Une chaîne, disent-ils, marquée à l'extrême gauche. Et ils insinuent que le groupe de presse régional aurait menti sur sa capacité à aller au bout de son projet de chaîne TV. Ouest France TV n'est pas prête. Prévue pour le 1er mars, elle demande maintenant un report au 1er septembre 2025. Ouest France TV a menti. OFTV est une coquille vide. Des affirmations mal étayées. Incroyable, quand même. C'est fou. De cette campagne. Alors à savoir maintenant si Vivendi est derrière, ça c'est autre chose. Ouais. Les annonces de départ de la plateforme d'Elon Musk, vous avez vu, se multiplient puisque lundi, à l'approche du retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Alors mercredi, vous avez vu, c'est plus de 80 associations qui annoncé leur départ de la plateforme. Alors il y a eu Emmaüs France, Terre d'Asile, Greenpeace, l'Assistance publique des hôpitaux de France, Polytechnique, l'Institut Pasteur. Désormais, ceux qui se posent la question, ce sont les politiques. Vont-ils suivre ces associations et ce mouvement mais entre les convictions contre Elon Musk et Donald Trump et perdre son influence numérique, évidemment, vous connaissez les politiques, ils hésitent, comme le constataient nos amis de Quotidien. Faut-il quitter le réseau social X? Et un mouvement intitulé Hello quitte X propose carrément de quitter le réseau social X le jour de l'investiture de Donald Trump. Dans 7 jours donc, la députée écologiste Sandrine Rousseau a carrément envoyé cette lettre à tous ses collègues du Nouveau Front Populaire pour les inviter à faire de même. On se lève, on se casse. Il faut dire qu'à gauche, certaines personnalités ont déjà sauté le pas. Anne Hidalgo, le maire de Nancy, Mathieu Klein, ou bien Benoît Hamon, l'écologiste Yannick Jadot, lui a annoncé qu'il quitterait la plateforme le jour de l'investiture de Donald Trump. Certains autres sont prêts à se joindre à eux, ou presque. Oui, je me pose la question. Tout le monde politique, on devrait tous ensemble partir de X. C'est pas moi toute seule, on doit tous quitter Twitter. Ça peut se poser. En tout cas, c'est un vrai problème. Sans doute qu'il faut se poser la question à un moment de quitter X. Mais moi, faisant de la politique, je me pose d'abord la question de la régulation. Vous en pensez quoi, vous? Faut-il quitter? Non, moi je pense qu'il ne faut pas quitter. Non, je vois pas l'intérêt vraiment de. Je sais pas, vous en pensez quoi? Je pense qu'il faut avoir un regard. Je pense que Elon Musk, il s'en fout de Sandrine Rousseau et de ce mouvement-là. Non, mais ils espèrent sur la masse des gens dans tous les pays, et peut-être qu'une autre plateforme prenne le relais, mais hélas, ce sera la même chose. Oui, mais peut-être faudrait avoir une plateforme européenne qui lutte contre, qui soit en opposition avec les plateformes américaines,
Mais voilà, on verra. Puis on verra s'il rachète TikTok. Parce que là, ça veut dire qu'il a toutes les plateformes entre ses mains, Elon Musk. À Los Angeles, les incendies continuent à faire rage. Alors, il y a évidemment, Valérie, de nombreuses victimes, mais il y a aussi des victimes chez les animaux. De plus en plus de reportages montrent comment ils ont été pris au piège des flammes, parfois abandonnés par leurs propriétaires. Des animaux dans les hôpitaux avec des brûlures, de nombreuses brûlures. J'ai pas pu regarder le sujet. C'est vrai, des problèmes respiratoires, puisque évidemment les poumons des chiens et des chats ont été pris par les fumées. Reportage choc dans le 20h de France 2, les images étaient très dures, je vous l'avoue. Des chevaux évacués au pas de course, juste devant l'avancée des flammes. Dans cette écurie, le feu n'est plus qu'à quelques mètres. Pris de panique, il faut plusieurs policiers pour maîtriser et emmener ce cheval. Nous allons prendre les cochons, les mettre dans des cages et les emmener dans le camion. Ici, un acteur participe à l'évacuation d'une ferme. Les plus grands incendies qu'ait jamais connus Los Angeles ont pris au piège des milliers d'animaux domestiques. Au milieu des ruines et des cendres, un chien errant trouvé par hasard par cet homme, très affecté. Il s'agit de prendre soin les uns des autres. Tout le monde a besoin d'aide en ce moment. Ah ouais, non, et j'ai vu, moi, il y a aussi un sujet qui a été passé dans les différents JT et qui a été viral, c'est cet homme qui retrouve son chien, qui vient le retrouver alors que la maison est totalement brûlée. Donc il y a des belles histoires aussi, mais c'est vrai que c'est absolument tragique. Et évidemment, ils essayent de soigner tous ces animaux dans les hôpitaux sont, enfin les cliniques vétérinaires sont remplis d'animaux. Dans Touche pas à mon poste, le chroniqueur de faits divers Michel Marie a raconté une drôle d'histoire de diamant, une histoire digne d'un film. Écoutez. C'est le 20 décembre. Un joaillier de la place Vendôme va chez un client, récupère un diamant d'une valeur de 170 000 €, le met dans une enveloppe, le met dans sa poche et rentre à son atelier pour effectuer la réparation. Et arrivé à l'atelier, il n'y a plus de diamant. Il l'a perdu en route. Non. Il y a des caméras de vidéosurveillance absolument partout. Et là, les policiers voient l'enveloppe tomber de la poche du joaillier. Et quelques secondes plus tard, on voit un individu qui ramasse l'enveloppe et qui la met dans sa poche. La police fait ce qu'on appelle une enquête de voisinage. Et finalement, ils ont un témoin qui leur dit « Mais si, c'est le monsieur qui travaille chez Engie. » La lumière. Oui, la lumière. C'est pas vrai. Incroyable. Et il avait pris donc là, il est identifié par la police, il est interpellé et il va avouer, c'est pas un délinquant, c'est un type qui a 50 ans. C'est ouf. Sauf qu'il a trouvé ce diamant, il s'est dit, tiens, c'est la bonne affaire, je vais le revendre. Et il l'a restitué donc au service enquêteur. Incroyable. Incroyable cette histoire. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on se balade avec une enveloppe et un diamant dans sa poche. Il y a plein de gens, je pense, beaucoup de joailliers qui le font. C'est le moyen le plus sûr de ne pas attirer l'attention. Ah, vous pensez qu'une mallette avec le diamant, ça attire plus qu'une enveloppe Donc, vous avez des diamants chez vous? Non, même pas. Même pas. Pour finir, ça y est, ça a été annoncé, ça va être le grand retour de la roue de la fortune sur M6. Ça sera le 27 janvier à 17h30 et ça sera présenté par Éric Antoine. Vous vous rappelez de ce générique? Et alors, retour de la roue de la fortune. Et vous savez qui a composé ce générique? Pardon? Vous savez qui a composé ce générique? Non, pas du tout. Le générique de la roue de la fortune, c'est Gérard Policino qui a composé le réalisateur de Nagui et de Taratata. Et c'est lui qui a composé le premier générique de la roue de la fortune qui était sur TF1. Petite info sur YMCA, c'est Stéphane, notre auditeur fidèle. Vous savez, on a eu le débat sur le chanteur. Non, on n'a pas eu le débat. Vous m'avez contredit. Bah oui, mais j'avais raison. Je ne l'ai pas contredit. C'est pas lui qui va chanter. Il y a eu 3 chanteurs, il y a eu 3 policiers leaders, et donc c'est Pablo Vidal qui va chanter lors de la cérémonie. Bah oui, vous pensez que les mêmes, ils ont 73 ans, vous croyez que c'est les mêmes depuis Non, mais lui, il a donné une interview. Oui, il a donné une interview, il est toujours vivant, mais c'est pas lui qui chante. On regardera. C'est pas lui qui chante. Non, mais c'est juste pour le plaisir de réécouter YMCA, parce que je trouve que ça donne la pêche. Voilà. Merci Gilles. Dans un instant, on va se retrouver. Je suis pas sûr que ce soit ça qui joue en boîte. Dans un instant, on va retrouver. Passer un bon week-end. On va retrouver notre ami Stéphane Rothenberg pour parler de Pékin Express. À tout de suite.
Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, Stéphane Rothenberg. Bonjour Stéphane, bonjour, toujours un plaisir de vous recevoir. Mais oui, je suis content d'être là. Mais oui, et nous aussi, vous présentez de nombreuses émissions sur le groupe M6 et on a eu le plaisir de vous retrouver désormais tous les jeudis avec la nouvelle route des tribus légendaires, la route des tribus légendaires, nouvelle saison de Pékin Express. La 20e. ans. Oui, exactement. Voilà. Et toc, d'entrée, oui, 20 ans. 20 ans, c'est vrai que... Vous n'avez pas changé. Alors, il y a... d'ailleurs, le producteur a gentiment mis le premier plateau du premier départ sur le prime de cette 20e saison. J'ai pris cher. Ça se voit très clairement parce que le plan sur plan est une cruauté rare. Mais c'est comme ça, il faut accepter. C'était en 2005. Voilà, je suis au pied de la Tour Eiffel. On lance les candidats à direction Pékin en passant par Moscou. On n'imagine pas qu'ils vont y arriver. Franchement, on ne sait pas. Hein. Mais oui, non, j'ai pris un peu. Mais bon, voilà, c'est comme c'est normal. Alors comment ça, 20 ans, quel regard vous jetez sur cette aventure? D'abord, j'imagine, à chaque fois, on n'imaginait pas que ça durerait aussi longtemps. Non, alors c'est vrai, d'autant plus qu'à l'époque, les programmes ne durent pas longtemps. Mis à part les programmes du midi, on est dans une émission de médias, donc je peux décliner un peu. Les émissions de prime ne durent pas longtemps. Quelques années, il y avait tellement de concepts qui se renouvelaient. Dès qu'il y avait un petit coup de mou, pouf, on les changeait, c'était comme ça. Donc effectivement, on n'imaginait pas parce qu'il n'y avait pas de précédent. Koh-Lanta démarrait à peine, etc. Donc il n'y avait pas d'émission qui dure 20 ans. Donc bien évidemment, je ne pensais pas. Donc ça fait drôle. C'était un format italien. Alors qui a eu l'idée? C'est un format hollandais ça a cartonné assez vite. Mais les Allemands ont suivi avant nous et les Allemands ont fait un four terrible. Donc, lorsque M6 le sort, il n'y a que la Hollande où ça a cartonné. Et donc, ils le mettent le dimanche en catimini à 17h30. Incroyable. On a oublié ça. Et on ouais. fait un tel score qu'on finit la saison en prime, demi-finale, finale. C'est pas arrivé si souvent qu'une émission du dimanche après-midi finisse en prime. Ce fut le cas de Koh-Lanta, dont la première saison a été diffusée de 19h à 20h. Voilà, à la place de 7/7. Exactement. Et nous, c'était 17h30, 18h. C'était encore moins exposé. Oui. Donc, non, ils emmenaient pas large parce que l'échec de la version allemande, d'ailleurs, les Allemands sont plus jamais repartis, a refroidi tout le monde. Et en fait, derrière, ça a marché dans beaucoup de pays. Et ça faisait partie de votre ADN à vous ou pas? Non, le voyage, oui. Le voyage, oui. Le voyage, l'aventure, c'est pas la même chose, le voyage et l'aventure. Exactement. On aime bien le voyage, les hôtels, tout. Là, on parle pas de la même chose. Non, moi, j'étais journaliste, je me baladais dans le monde entier. Donc, je connaissais le monde, mais pas comme ça. Et pas dans ces conditions, et pas dans ces pays-là. Parce qu'à l'époque où on va en Russie, la Russie, globalement, s'ouvre depuis une dizaine d'années à peine. Il y a encore plein de Russes qui n'ont jamais vu d'Occidentaux, notamment la partie asiatique. Et lorsqu'on va en Chine, il y a encore plus de vélos que de voitures. Ça a bien changé. Aujourd'hui, leurs voitures sont plus belles que les nôtres. Oui, on a plus de vélos à Paris qu'à Pékin. Exactement. Mais à l'époque, je vois encore beaucoup de transports collectifs, des voitures un peu pourries. Et je me doute que la Chine va changer, mais pas à ce point-là. Et à l'époque, tourner en Russie et à Pékin, ça a été très compliqué. Ouais, parce qu'ils étaient surpris. Nous, on avait un gars de la sécurité chez nous qui avait encore une carte du KGB fausse. Enfin, fausse. La vraie, mais qui était morte depuis 90. Il s'en servait encore pour réussir à faire passer les trucs. Mais pour le coup, il n'y avait pas les tensions qu'il y avait aujourd'hui. Il y avait les Russes commençaient à voyager. Et il y en avait qui étaient très contents de nous voir. Il y avait encore des relents de gens qui nous dénonçaient à la police quand ils voyaient arriver des Occidentaux, parce qu'on leur avait appelé à faire ça. Mais non, c'est fou de se dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Alors que la Chine, oui, bien sûr, mais on ne peut plus aller en Russie. Et le monde a bien changé. Oui, alors il y a des pays qui s'ouvrent et qui se ferment, ça c'est régulier. Voilà. On a été en Colombie il y a quelques années, je ne suis pas sûr qu'on pourrait y retourner. La Birmanie, pareil, on a parlé de la Birmanie, aujourd'hui c'est pas possible. Mais on pourrait aller en Arabie Saoudite, alors que c'était improbable il y a encore quelques années, etc. Et cette année, c'est l'Afrique. Ah ouais, ça c'est génial. L'Afrique et la rencontre des tribus. Oui, parce qu'effectivement, alors bien sûr, nous on n'est pas un programme culturel, on est un divertissement, mais on aime bien montrer comme ça des petites choses et montrer qu'effectivement l'Afrique c'est de la géographie avec des pays, mais c'est surtout des ethnies, des tribus qui ont des manières de fonctionner parfois très différentes. Les Maasai, on voit très bien ces silhouettes longilignes avec ces tenues rouges. Et un Maasai, c'est un Maasai, c'est pas un Zoulou. Et il faut bien le comprendre, sinon on a vite fait de faire des impairs. Donc on va rencontrer plein de tribus très différentes. Certaines fonctionnent d'ailleurs sur le matriarcat, où les femmes décident de tout. C'est rigolo parce qu'il faut très vite s'adapter socialement. Le chef de village, c'est quelqu'un d'important. On ne peut pas chercher une habitation si le chef du village n'a pas dit oui.
Donc tout ça, il faut l'intégrer, enfin, etc. Donc, c'est rigolo. Et comment ils vous accueillent, justement? Et est-ce que vous réfléchissez au wokisme et à l'appropriation culturelle, au fait de déranger ces tribus? On peut vous le reprocher en disant foutez-leur la paix. Oui. Alors, ils sont plutôt contents de nous voir, pour être très honnête. Oui, parce que l'accueil, je suis désolé, mais c'est quand même quelque chose qui est relativement bien partagé, et surtout dans ces continents-là, où l'accueil de l'étranger fait partie des traditions. Moi, j'ai eu beaucoup ça en Asie centrale, en Asie, en Afrique, en Orient, en mer générale. Et c'est vrai qu'on a un peu perdu ça, nous, en Occident. Mais non, l'accueil de l'étranger, quel qu'il soit, c'est souvent une tradition. En Inde, voilà. Bon. Alors, bien sûr, il y a des gens qui ferment leurs portes, mais c'est plutôt beaucoup plus rare que chez nous. Et faire partager leur culture. Moi, les moments chez l'habitant, c'est Pékin, c'est deux rythmes. Hein. Une course et puis du partage. Voilà. Et c'est presque pas le même public qui aime les meilleurs moments. Mais moi, s'il y a des gens qui peuvent éventuellement aller là-dessus, on leur montre les séquences chez l'habitant, et je pense que ça se passe de commentaires. C'est pour ça qu'on n'a jamais eu de polémique là-dessus. C'est 4 pays qui sont traversés, ça? Ouais, on a effectivement le Mozambique, il y a un nouveau pays. La Tanzanie, l'Afrique du Sud, le Lesotho et le Mozambique. Ouais. On n'a jamais été au Mozambique, pays lusophone, donc on parle portugais. J'ai été un peu. Alors, la gastronomie est géniale. Le pays a longtemps été fermé. Ça, c'est le monsieur Top Chef qui parle. Mais on en profite, du coup, on goûte. Qu'est-ce que vous avez mangé au Lesotho? Alors déjà, alors le Lesotho, c'est différent. C'est le pays dans les montagnes, c'est plus dur. Le Mozambique, déjà, il y a d'extraordinaires poissons et fruits de mer, puisque le littoral est magique. Donc il y a des pêcheurs qui vous ramènent des trucs frais, et etc. Et puis du coup, la culture aussi portugaise, donc il y a aussi des choses qui viennent de là. On s'est régalé, vraie belle surprise. C'est-à-dire qu'il y a des acras? On peut. On peut. Et puis, bien sûr, les autos, Afrique du Sud, c'est magique. On avait déjà été là-bas il y a très très longtemps, il y a plus de 10 ans. Et c'était, comme toujours, c'est un continent fascinant. Alors, les équipes, on va parler des binômes, les fameux binômes. Je vous recommande, comme chaque année, on a un binôme d'inconnus que l'on choisit. La première séquence, quand lui, il arrive, c'est un peu... c'est très bizarre, parce que les deux sont très ambitieux. Oui. Les deux ont très envie de gagner, mais... Ils sont très différents. Mais ils sont très différents. Nous, on aime bien marier les contraires, mais il faut qu'ils aient suffisamment de points communs pour qu'ils puissent avancer. Bien sûr, parce que sinon, si c'est trop opposé, c'est voué à l'échec. Donc là, on a un ingénieur d'un côté, plutôt social, jeune, souriant, charismatique et mohade. Et Ludovic est un comptable taxateur dans une étude notariale, extrêmement organisé, très carré, passionné du programme à un point. Très chouchouté par sa maman. Très chouchouté par sa famille, effectivement, et sa maman en particulier. Dès qu'il parle de sa mère, il pleure. Mais il connaît le programme mieux que nous. C'était même gênant parce qu'il me rappelait de choses que j'avais moi-même bien sûr oubliées. Un fan absolu qui rêvait de faire Pékin, qui a attendu des années avant de s'inscrire parce qu'il voulait être prêt. Il s'est préparé, il a remporté le casting, il était tellement incroyable. Mais ensuite, effectivement, il s'est engagé tout seul et il veut gagner. Voilà, donc je vous laisse découvrir. On va découvrir ça. Il y a beaucoup de candidats qui se présentent tout seuls, ou la majorité... 10%, c'est pas beaucoup, mais il y en a. Il y en a parce que c'est pas évident d'en marquer. Souvent, on a toujours dans les binômes quelqu'un qui est un peu plus passionné que l'autre. Et qui entraîne l'autre. Mais il y a des gens qui, effectivement, ont compris qu'ils sont moins nombreux seuls qu'en binôme, et que statistiquement, ils ont plus de chances d'être pris au cast. Donc, en temps de chassance, c'est bien joué. Parce qu'effectivement, par exemple, quand vous êtes deux meilleurs potes, vous avez beaucoup moins de chances que si vous êtes tout seul. Parce que ce qu'on a le plus, c'est des jeunes couples, des meilleurs amis. Des frères, sœurs, non ? Exactement. Voilà, ça, on a beaucoup. Déjà, que ça saute une génération, il y a plus de chances d'être pris parce que grand-mère ou on n'a jamais eu de grand-mère petite-fille, par exemple. Donc, si demain, je laisse pour la prochaine candidature, grand-mère petite-fille, les statistiques, parce qu'on cherche aussi ce genre de profil un peu singulier. Et combien vous avez eu de candidatures on est toujours, chaque année, c'est hallucinant. On est toujours vers 40-50 000. C'est ce que je me disais, c'est le chiffre hallucinant. C'est une folie. Alors, après le Covid, on a eu 90 000. On a battu tous les records parce que je pense que les gens avaient tellement envie de sortir. Voilà. Et sinon, ça fait quasiment 10 ans qu'on est à 40-45 000 candidatures. On arrête. Et encore, je dis ça parce qu'on ferme le robinet des candidatures, parce qu'après, il faut gérer le truc. Donc, il faut faire le tri. Voilà, il faut faire le tri. Et surtout, j'encourage les gens à se présenter plusieurs fois. Là, il y a un binôme qui s'est présenté 7 fois.
qui a été retoqué. Parce que c'est un couple, et les couples on en a beaucoup, ils étaient super, mais on les a retoqués, et ils y sont allés, et c'est leur détermination. Il y a un moment, l'équipe de cast a dit quand même, quand on lâche pas l'affaire, et ils étaient très jeunes, ils avaient 22 ans je crois la première année, là ils ont ils ont pas encore 30 ans mais ça arrive, donc ils ont pris une épaisseur, ils ont pris quelque chose, ok on y va, et ils sont formidables, mais j'avoue que je suis bluffé. Il y a des gens que je croise dans la rue qui me disent moi je me suis présent, j'ai tenté une fois, 2 fois, on m'a pas appelé, voilà. Non au contraire, faut tenter. Faut tenter, mais voilà, oui. vous faites le teasing, le teasing. Et vous dans tout ça là-bas, vous faites quoi, vous avez le temps de profiter un peu, non? On fonce, hein. On fonce, c'est une course, ça paraît pas, mais on fait des milliers de kilomètres, on Il y a combien de personnes sur place? Alors, une cinquantaine? On est entre 150 au départ et 80 à l'arrivée, parce qu'on est moins nombreux au départ. 150? Mais oui, parce qu'il y a, il suffit de réfléchir. Il y a des cadreurs. Mais oui, mais il y a plusieurs équipes. C'est ça. À chaque fois, il faut imaginer les locaux déjà. Donc il y a même un service de paye, parce qu'on paye les gens. Il y a un service qui assure les décors. Il y a plusieurs équipes, parce que comme on avance, les gens qui font les décors d'une épreuve d'immunité, les jeux, vont pas avoir le temps de faire la prochaine. Donc il y a une autre équipe. Et puis il y a toute une structure qui assure la logistique. Il y a un nombre de métiers incroyables, et ensuite tous les locaux qui nous aident, traducteurs, chauffeurs, fixeurs, etc. Donc à l'arrivée, la feuille de service, c'est pas comme un prime genre Starac et tout ça, où il devait être 200, mais on est aussi nombreux que sur Top Chef. Et ce qui est complètement fou, hein. Donc non, sur un tournage. Mais ils dorment où, eux? Et justement, il y a une logistique hallucinante pour que et surtout qu'il faut régulièrement, tout ça avance. Bien sûr. En fait, c'est la plus grosse équipe de tournage au monde itinérante. Sur un film américain, vous avez 300 personnes sur un tournage. Mais ils se déplacent pas autant. Ils restent plusieurs jours avant de se déplacer. Et ils tournent toutes les scènes. Et après ils vont sur un James Bond, ils vont bouger. Vous, c'est non-stop. Il n'y a pas, à ma connaissance, de tournage itinérant, c'est-à-dire qui tous les jours bouge, aussi nombreux hors Tour de France, parce que mais c'est pas une émission de variété ou de divertissement. C'est une captation sportive. Et encore, faudrait voir comment ils sont en termes de technique. Je suis pas sûr, non, il y a pas plus gros. C'est fou, parce que vous vous rendez pas compte de l'itinérance folle qu'il y a dans ce truc. C'est absolument dingue. On déplace une caravane. On va marquer une pause et on continue avec vous, Stéphane Rothenberg, de parler de Pékin Express, puis peut-être parler de Top Chef aussi un petit peu. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média, toujours avec vous, Stéphane Rothenberg. Vous passez avec une aisance déconcertante de la savane au fourneau, puisque vous présentez également Top Chef. On va vous retrouver donc tous les jeudis, ça a commencé hier, tous les jeudis à 21h10 sur M6, Pékin Express, la route des tribus légendaires. On a évoqué cette nouvelle saison. Je voulais vous demander, le replay fonctionne bien de Pékin Express? Ouais, alors c'est même assez impressionnant, parce que on avait reçu le patron d'M6+, qui nous expliquait qu'il y avait parfois plus de gens qui allaient sur le replay et que ça rapportait plus d'argent que l'antenne. Alors sur Pékin, pas encore, mais c'est vrai que globalement, on va dire, il y a aujourd'hui en France, sur les programmes comme ça, 30%. Nous, on est à plus de 50%. Donc ça, c'est assez vertigineux, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle manière de consommer. Oui, de consommer de la télévision qui est plus en linéaire. Et ce qui est génial, c'est que si on additionne notre public replay et notre public linéaire, en live, on est quasiment sur les audiences de la télévision d'il y a 20 ans. C'est-à-dire que, en fait, le programme fait quasiment le même nombre de spectateurs si on accrémente tout le monde. Et c'est fou, alors il faut s'y faire, mais c'est vrai que maintenant... l'audience du lendemain n'a plus grand intérêt. D'ailleurs, je crois qu'aux États-Unis, on la communique même plus. Oui, absolument. Maintenant, aux États-Unis, ils attendent 8 jours. Donc, le J+7, pour parler en jargon, et J+21, parce que ça continue. Alors, les premiers jours, c'est le plus, mais on continue à gagner des dizaines et dizaines de milliers de spectateurs pendant un petit mois. Après, forcément, c'est plus dur. Ça s'accumule. Bon, voilà. Et ça, c'est magique, parce que on se rend compte que finalement, la télévision, c'est vrai qu'il y avait un côté éphémère, quoi. Si tu avais raté le truc du lendemain, c'était un peu tard. Il y avait des gens qui enregistraient, mais ils étaient marginaux quand même.
Bah là non. On sait que bon, c'est pas beaucoup un mois. On n'est pas le cinéma qui pendant des années peut éventuellement récupérer des gens, mais quand même, c'est assez génial et il faut s'habituer à ça parce que c'est l'avenir de la télé, c'est sûr. Dans les 20 ans, est-ce que c'est pas une des plus belles émissions au niveau des vues aériennes? Parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas les drones pour filmer. Et moi, j'ai trouvé que les images étaient incroyables. Ouais, en fait. drone, on se laisse embarquer, mais l'Afrique est magnifique. C'est sublime. Hein. Ouais, c'est super quand on a le droit de voler, parce qu'il y a des pays qui encore nous interdisent les drones. Mais c'est vrai que oui, ça c'est vrai que c'est l'un des grands changements, Gilles, c'est vrai, parce que on avait des grues avant, c'est beaucoup moins haut, ça coûtait très cher, c'était très lourd, ça se déplaçait, etc. Et déjà, quand on a commencé à avoir des grues itinérantes, c'était génial. Mais alors là, le drone, ça change tout. Et c'est vrai que en termes d'image, c'est on prend de la hauteur, c'est compliqué pour suivre les candidats. On commence à réfléchir, à avoir des drones qui suivent les candidats très souvent. On le fait de temps en temps sur quelques plans de coupe, on le voit sur les treks, choses comme ça. Mais on est en train de réfléchir même à une sorte de drone qui suivrait les candidats un peu plus souvent, comme ça, pour avoir des plans de hauteur. Voilà. Alors, maintenant, au bout de 20 minutes, le drone il tombe par terre pour l'instant, donc il faut qu'il se pose, il faut le recharger, mais ça change. Quelles sont les nouveautés de cette saison? On a nos passagers mystères. Alors, c'est des règles. Ça, c'est incroyable. Oui, on a demandé à des personnalités. Voilà, on a demandé à des personnalités. Alors, il y a Bruno Solo, il y a Johan Rioux, il y a Elodie Gossuin, il y a Glenn Viel, chef de Top Chef. Donc, on a demandé à des personnalités de venir le temps d'une étape pour aider un binôme. Alors, ils me ont une pression de fou, je peux vous le dire, parce que c'est à eux de faire le stop, c'est à eux de chercher l'habitation, à la place des candidats. Ah ouais. Il ne faut pas se rater. Il faut mieux tomber sur Glenn Viel que sur Johan Rioux ou pas? À voir. Je vous recommande la semaine prochaine Johan Rioux, vous allez voir, il se met une pression absolument de fou. Alors, Johan, il avait déjà fait Pékin Express en tant que candidat, donc là, il peut aider. Norbert, pareil. Norbert va venir. Il y a Norbert qui va venir. Bon, la seule chose, c'est que du coup, ça met une pression, et c'est marrant parce que c'est des gens que parfois je connais bien. Et ils se mettent une pression parce que du coup, tu récupères le destin d'un binôme qui est à fond, et il faut pas se rater. Et apprendre à faire le stop, c'est une chose, mais apprendre à trouver le logement, tout ça. Donc voilà. Donc ça donne des séquences absolument croustillantes. Les animaux dans la savane, c'est un élément qui fait partie du programme. Qui fait partie du programme, notamment dans les treks. Les animaux sont encore très présents parmi les gens en Afrique. Alors de moins en moins, il faut reconnaître, mais quand même, surtout quand on est dans des réserves. Donc quand c'est nécessaire, on a des rangers pas très loin avec des fusils anesthésiants, parce que effectivement, parfois, il y a un trek où on était quand même très très proche. Moi, j'ai fait un plateau où il y a effectivement vraiment des animaux incroyables autour de moi. Comme quoi? Éléphants, zèbres, lions. Mais vraiment pas loin. Alors lion, pour le coup, pas près. On a entendu des rugissements. Impressionnant. Nous, il y a lors de la précédente saison, des lions tournaient autour de la tente d'un caméraman qui avait dormi à côté des candidats pour pas les laisser. Et des lions tournaient. Donc ça, c'est un peu flippant. Mais maintenant, on gère. On a effectivement toute une équipe de sécurité. Mais oui, il faut toujours faire attention. Alors, vous avez eu peur ou pas? Alors peur, non, mais les petites bêtes sont souvent beaucoup plus compliquées que les grosses. C'est-à-dire les fourmis fusils, les choses comme ça. Ah oui, vous aviez raconté. Vous aviez été attaqué. Il faut toujours se méfier les petites bêtes sont parfois. Bon, là, c'est bête, mais les mouches tsetse équivalentes qui peuvent vous filer des maladies un peu chiantes, ça, il y en a quand même beaucoup. Alors, c'était pas la saison. Mais. Il y a une saison pour les mouches. Absolument. En fait, il y a des saisons où il y en a plus. Et notamment, il faut savoir qu'elles sont tellement gorgées de sang et lourdes qu'elles prennent les routes. Et qu'elles prennent elles sont. Oui. En fait, du coup, il faut plutôt marcher pas loin des arbres parce qu'elles ont la flemme de zigzaguer et elles sont le long des rivières ou le long des routes, et c'est là où elles vous piquent. Elles piquent malheureusement beaucoup les gens qui sont au bord des rivières pour boire, etc., ou pour laver. Et elles sont là, et on les entend venir. Elles sont vraiment costauds, mais faut faire attention. Se faire piquer par une mouche, c'est pas drôle. C'est pas pour l'instant, ça m'est pas arrivé. Bon, on croise, on touche du bois. Peut-être prochaine saison. Comment vous faites pour garder la ligne avec vos restaurants, question un peu bateau? Je triche. En fait, je n'écarte pas du tout la ligne, mais je change mon stylisme. Exactement. Oui, c'est ça. Vous mettez des. Fini les t-shirts. Fini les t-shirts. Place à la veste. On voit, voilà. Pas pris, si, un petit peu. Parce que pour nos éditeurs, on peut dire que vous êtes propriétaire ou copropriétaire de plusieurs bistrots. On en avait parlé ici. Vous en avez combien maintenant? 11. C'est un empire. Non. Et avec Danny Kézard, le prochain finaliste de Top Chef, on va en ouvrir un. Je vais vous dire, vous vont dire les nouvelles. Ah oui, chercher un nom. Exactement, on cherche un nom. Vous l'avez trouvé? Joker.
On le dira. Ça Je veut laisse dire- à Dany le Bon, soin. vous l'avez trouvé, alors. Je laisse à Dany, mais c'est génial parce qu'il y a eu des milliers de gens. C'est marrant parce que moi, je suis pas du tout très bon sur les réseaux sociaux, mais on a demandé aux gens de nous aider à la réunion j'ai vu ça, du Vous bistrot. avez reçu combien de... Oh, mais ça n'arrêtait pas. Et il y a des choses catastrophiques, Ouais. des choses objectivement très drôles. Et nous, on est tenté de tenter un truc drôle, parce que c'est vrai que c'est marrant, les gens cherchent plutôt le jeu de mots. Ouais. C'est comme Avec pour les salons de Kézard, coiffure. Hein. c'est ça Ouais. Avec Kézard, Ouais. le restaurant Ah, est très haut, il fait 14 là, mètres c'est, de haut. haut, j'ai Donc vu. voilà, donc c'est assez drôle, mais on va jouer le jeu. Et je rappelle qu'on offre en plus la table ouverte pendant un an. Quand même. Ouais, j'ai vu ça. Et donc, il y a- dis donc, ça suffit. et donc, il y a un gagnant. Il y a un gagnant, la première personne qui va... Parce que beaucoup de gens ont la même idée, hein, mais la première personne qui va avoir l'idée qu'on va choisir va avoir table ouverte pendant un an au bistrot. Ça à veut Rennes. dire- Quel succès. type de restaurant? Ah, ça va être C'est très- Dany qui va faire. Ouais. En fait, Dany, ça va être génial parce que, bien C'est sûr, très grand, hein. c'est un grand C'est très restaurant. On veut un bistrot généreux, chaleureux, etc. Il y aura de la musique parce que Dany est un musicien. Oui, il fait bien du sûr. rap. Il fait du rap. Je laisse complètement à Dany le soin de créer. Nous, on veut rester un bon rapport qualité-prix. Puisqu'il est en Suisse, il s'éclate, mais les prix, c'est pas Oui, donné. il est dans Donc, il est dans un palace. il est dans un palace. Donc là, on lui a dit attention, nous on veut un super rapport qualité-prix. Il est preneur. Il est un peu mystérieux. Il nous a fait des fiches techniques. Il part parfois dans tous les sens, mais je sais que ça va être génial. Il est incroyable. Moi, il est je le incroyable. suis sur les réseaux. Il est Il est sur incroyable. Instagram. Il est. incroyable. Mais alors, ce qui est un paradoxe, c'est que c'est pas lui qui a gagné Top Chef. C'est le jour. Il faut être bon le jour J. Voilà. Il faut c'est ça. être bon le jour J. Attention. Oui, c'est pas lui qui a gagné Top Chef, mais c'est lui qui aujourd'hui est celui Hugo a qu'on. sorti, ouais. Hugo Riboulet a sorti Oui, un alors livre, voilà. il mène bien sa barque. Voilà, alors, Hugo Riboulet a bossé dans un 3 étoiles. Donc, Oui. Hugo est à très haut niveau. Les deux, on avait vraiment une finale de haute volée. C'est vrai que Dany a perdu. Bon, finaliste, c'est déjà pas mal. Hein. Il y a beaucoup de Puis il gens. avait une personnalité, sa coiffure, son rire. Oui, et puis c'est un le super niveau de chef. ce môme, c'est incroyable. Ouais, il a un C'est niveau jeune. incroyable. Ah hein. ouais, moi, il me bluffe toujours. Voilà, la prochaine saison de Top Chef, c'est quand les Ah bah tournages ça arrive bientôt. On a tourné à l'automne dernier. Ah oui. Ça, on a tourné à l'automne dernier. On va bien sûr vous réserver des surprises formidables. Mais on ça, va retrouver je- toujours le même jury. Je vous raconterai tout ça Bon. bientôt parce que j'ai envie de revenir. Ah oui. Et est-ce qu'il y aura une nouvelle émission avec vous sur M6 ou c'est pas à l'ordre du jour? J'en ai une en boîte. C'est un jeu. On a fait alors ça a bien marché le 31 décembre. On a fait Cuit le Grand Est, Oui. qui a pour le coup bien marché. Donc j'en ai encore une de secours. Enfin une de secours. Oui, J'en ai une en en réserve, réserve, en voilà, réserve, en réserve qui arrive. Et sinon pour l'instant rien, monsieur. Mais ça fait quand même 27 émissions. Hein, c'est quand même beaucoup. Ouais, c'est beaucoup. Déjà dans la boîte. C'est beaucoup. Et vous dormez un peu? Oui. Il y a des choses qui arrivent bientôt. Voilà, Ouais. j'ai encore j'ai une dizaine d'émissions qui traînent. Mais je vous peux pas arrivez en parler. à gérer tout? Quand je vous dis vous dormez un peu, c'est que entre les restaurants, les restaurants, tournages... c'était pas prévu. Et ça prend beaucoup plus de temps que prévu parce Ouais. que du coup, je me suis pris au jeu. On ouvre des trucs en permanence. Et on a quoi 3 bistrots Ouais. ouverts. Ouais. Et en fait, je pensais que ça me prendrait peu de temps. Ouais. Et en fait, c'est tellement génial. On se prend au jeu. Génial et compliqué aussi à la fois, non? Alors, Le problème de recrutement. Oui, de- alors ça va un peu mieux. Ouais. Mais oui, non, c'est absolument passionnant. Et moi, j'adore aller dans les bistrots parce que c'est vrai que on est en contact avec les gens. Moi, mon métier, on n'est pas en contact avec les gens. Ouais. Hein. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de génial. On peut se rater chaque jour de Ouais. service, donc il faut vraiment que tout le monde soit à fond. Mais c'est une aventure absolument passionnante qui c'est presque une deuxième vie. Hein. Ouais. Oui, complètement. Ouais. Il y a des moments quand j'ai des audiences un petit peu moyennes que ça m'énerve, je me dis écoute, alors là, franchement, vas-y, éclate-toi dans les bistrots. Ouais. Vous allez. Mais bon, alors après, j'ai les émissions, pour l'instant, ça tient encore bien. Donc voilà, mais voilà. c'est une deuxième vie absolument passionnante. Celui qui marche le mieux? Alors, aujourd'hui, c'est celui avec Glenville Podium en termes de chiffre d'affaires, parce que c'est festif Ouais. et que du coup, les gens, en plus de manger, Parce que ça avait ils été un boivent. peu compliqué le démarrage. Ouais, là, c'est une folie. Ah ouais, mais dans le 15e, c'est C'est dans le 15e, mais c'est en la face de la taille, maison de la radio, mais ouais. c'est la taille du restaurant Ouais. qui aide et le fait que non pour le je touche du bois. Pour l'instant, tous vont très bien. Mais aujourd'hui, vous disiez, je vais demander à Dany Kézard de faire un rapport qualité-prix. Ouais. C'est essentiel aujourd'hui. Absolument Moi, je indispensable. vais pas mal dans les restaurants et je vois qu'il y a beaucoup de restaurants qui se sont mis à faire des menus pas très chers, des restaurants auxquels on ne s'attendait pas forcément, parce que le pouvoir d'achat a baissé et que si on veut récupérer les clients, on est obligé de s'adapter. Ouais, c'est vraiment la clé. Parce qu'à Nous, Paris, c'est du délire parfois. Hein. C'est pour ça que nous, on est bien en banlieue, mis à part effectivement celui avec Glenville, parce que on a au moins on a des loyers moins chers et on arrive à garder la qualité tout en ayant un prix ultra compétitif. Et c'est vrai qu'on n'est
pas dans l'optique d'augmenter vraiment les prix. Et même celui qu'on a ouvert avec Gilles Goujon, c'est quand même un chef 3 étoiles à Michelin, à Sèvres. Eh bien, Gilles a adoré. Et ce qui est rigolo, c'est que même ses chefs, parce que Gilles, c'est quand même 3 étoiles meilleur ouvrier de France. Et quand on lui a dit, t'es prêt à ouvrir un bistrot où on va aller chercher le rapport qualité-prix, c'est un challenge qui les tente. Je ne suis pas sûr que les grands chefs aient eu très envie de faire ça il y a encore quelques années. Mais là, ils n'ont pas le choix. De toute façon, le public a besoin de ça. Et c'est vrai que... Le prochain bistrot, il faut faire un bistrot africain. Tous les jeudis, donc à 21h10 sur M6, Pékin Express, la route des tribus légendaires avec des images de ouf, comme on dit aujourd'hui. Et des évidemment, équipes incroyables. Et des équipes incroyables. Et sur M6+. Et sur M6+. Merci beaucoup, Stéphane Rothenberg. Merci. Puis on attend, vous reviendrez pour Top Chef. Exactement. Merci à vous. Tout de suite, les débats.